Et bonjour à tous, je suis là aujourd'hui pour ce tuto pour l'évolution des pans de conductimétrie. Donc ça répond à ce besoin dans le programme que je vais vous relire. Dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités molaires, ioniques, molaires. Donc via ce tuto, on va essayer de comprendre effectivement l'évolution des pentes. C'est parti pour évolution courante conductimétrie. La situation qui est ici expliquée, c'est le titrage d'une solution de Destop qui contient des ions sodium et hydroxyde par une solution d'acide chlorhydrique qui contient donc des ions oxonium et des ions chlorure. Voici donc l'équation de titrage. Les ions hydroxyde du Destop sont titrés par les ions H3O+, oxonium, qui sont dans la burette. Donc voici leur actif titrant et attitré. On aura également, parce qu'ils auront le rôle à jouer, des ions témoins, les ions donc sodium Na+, et les ions chlorure Cl-, qui sont respectivement dans le bécher et dans la burette. Vous avez ici la simulation du titrage. On retrouve ici, on va dire le bécher. Donc, tant qu'on n'a pas commencé le titrage, on va retrouver en solution des ions hydroxyde H- et des ions sodium Na+, qui sont représentés en bleu. Vous avez ici la simulation de ce qui va être versé à chaque fois. Donc à chaque fois, il va être versé des ions oxonium en noir et des ions chlorure. Donc là, je verse une goutte. Et quand je verse une goutte, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la disparition d'un point rouge. Le point noir n'est jamais apparu parce qu'ensemble, ils ont réagi pour former de l'eau ici présente. Et là, l'ion chlorure, vu que c'est un ion témoin, il va rester en solution parce qu'il réagit avec personne. Et donc, au fur et à mesure que la situation va se reproduire, vous voyez qu'à chaque fois, on a un point rouge qui va disparaître pour l'apparition d'un point vert. Voilà globalement ce qui va se passer. Donc on va continuer. On voit que la quantité des ions hydroxyde vont diminuer pendant ce temps, les ions chlorure vont augmenter. Il y a également de l'eau bien sûr qui se forme, mais l'eau n'a aucune importance ici pour le suivi conductimétrique parce que l'eau étant une molécule, elle ne conduit pas l'électricité, donc n'est pas détectée. Donc je poursuis. Il ne reste plus beaucoup d'ions hydroxyde, et là on arrive à cet état particulier qui est l'équivalence. Donc on est à l'équivalence, je rappelle qu'à l'équivalence, les réactifs ont réagi dans une proportion stöchiométrique, ce qui fait qu'ici ils sont tous les deux limitants, on n'en voit plus. Donc là, après l'équivalence, on continue le titrage. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les ions H3O+, et chlorure vont arriver dans la burette. C'est une petite nouveauté pour l'ion oxonium, parce que cette fois-ci, il n'y a plus d'ion hydroxyde pour le faire réagir. Donc, il reste dans le bécher. Il n'y a pas d'eau qui se forme, puisqu'il n'y a plus de réaction, car il manque un des réactifs, à savoir H- qui est maintenant limitant. Et au fur et à mesure que je verse, maintenant ces ions vont s'accumuler jusqu'à la fin. Donc ensuite, on va faire un bilan de ce qu'on a vu via ce petit tableau. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tableau? On met déjà tous les ions qui sont concernés, aussi bien les témoins que ceux qui réagissent. Dans la colonne du milieu avec les lambda, ce sont les quantités molaires ioniques qui auront leur rôle à jouer ultérieurement. Et ensuite, on donne un comportement des ions avant l'équivalence ou après l'équivalence. Donc là-dedans, il y a 4 symboles possibles. Augmente avec une flèche vers le haut, diminue avec une flèche vers le bas, à peu près constant avec des vaguelettes, et à peu près égal à 0 avec des vaguelettes avec un 0 derrière. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est chercher par vous-même ces symboles à mettre, et puis ensuite voir les réponses. Donc je vous laisse couper maintenant la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Donc c'est parti pour les réponses. Donc on va commencer par l'ion Na+. Donc l'ion Na+, lui, c'était celui qui était représenté en rouge. Étant donné qu'il est dans le bécher, sa concentration ne va pas évoluer avant ou après l'équivalence. Pour l'ion chlorure, lui, il ne fait qu'augmenter puisqu'on en rajoute avec la burette. Donc il augmente aussi bien avant l'équivalence qu'après l'équivalence. Donc ça sera une information clé. Les ions témoins, ils ont le même comportement avant eux, après eux. Donc ça veut dire que si vous faites une différence, c'est que vous avez mal analysé la situation. Pour l'ion H3+, l'ion H3+, c'est le réactif titrant. Par définition, le réactif titrant est toujours limitant avant l'équivalence et aura toujours sa concentration qui va augmenter après l'équivalence. H-, qui est le réactif attitré, lui c'est plutôt l'inverse, il va que diminuer constamment jusqu'à l'équivalence, et ensuite il n'y en aura plus du tout puisqu'il sera entièrement consommé, il sera limitant après l'équivalence. Ensuite il faut trouver comment va évoluer la conductivité. Donc après l'équivalence, c'est assez facile puisqu'on voit qu'il y a deux ions dont la concentration augmente, donc la conductivité va forcément augmenter. Avant l'équivalence, c'est plutôt là où c'est intéressant, on a une flèche vers le haut et une flèche vers le bas, donc on pourrait dire dans un premier temps que la conductivité reste à peu près constante, mais c'est mal connaître la conductivité molaire ionique des ions. Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc en fait, on va s'intéresser juste à l'ion chlorure et à l'ion H-.
Globalement, l'ion chlorure est un ion qui, avec cette valeur de 7,6 millisieverts/mètre carré mol-1, est un ion qui n'est pas un très bon conducteur, à comparer de l'ion H-, voire H3+, qui eux conduisent très bien. Donc l'ion H- a une valeur de 20. Donc en fait, pour donner une comparaison, c'est comme si vous prenez une équipe de foot, vous sortez un très bon joueur de foot, d'accord, et vous le remplacez par un joueur de foot assez médiocre, et bien intrinsèquement, la valeur de l'équipe de foot sera moins bonne. Et bien là, c'est pareil, intrinsèquement, vous remplacez des ions H- qui conduisent bien par des ions chlorures qui conduisent moins bien. Donc globalement, ça nous donne une conductivité qui va diminuer, et ensuite elle va augmenter. Donc ensuite, à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à ce type de courbe, où vous avez la conductivité qui diminue, et puis là qui augmente. Pour trouver l'équivalence, il suffit tout simplement de tracer deux droites, de prendre l'intersection de ces deux droites, et l'intersection des deux droites, c'est le volume équivalent. A noter que dans ce type de titrage, les points les plus fiables sont paradoxalement ceux qui sont le plus éloignés du volume équivalent. C'est avec eux qu'on va former plutôt la droite. Si ce n'est pas encore assez concret pour vous, vous avez également la simulation. Donc les couleurs sont un peu différentes de celles que vous avez vues sur la simulation précédente. Donc les ions hydroxydes, eux, vont donc diminuer, puis sont égales à 0. Les ions H3+, eux, sont constants, puis vont augmenter. Les ions chlorure ne font qu'augmenter, et les ions sodium, eux, sont à peu près constants. Je vous mets juste, à titre indicatif, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas rajouté d'eau, parce que pour le type de titrage conductimétrique, il faut rajouter de l'eau. Regardez, on aurait de moins belles droites, parce que d'ailleurs, regardez l'évolution des conductivités, c'est plus des courbes que des droites. Donc c'est pour ça que quand on fait un titrage conductimétrique, il est très important de rajouter un grand volume d'eau pour négliger l'effet de dilution et pour avoir de belles droites à exploiter. Voilà, dernier point, on va se donner quand même quelques conseils, parce que même si chaque cas est unique, on peut avoir des constantes. Donc premier cas, déjà on ne s'intéresse qu'aux ions, c'est-à-dire toutes les molécules, on ne s'intéresse pas à l'évolution de leur concentration parce qu'elles ne conduisent pas. Ensuite, à vous d'identifier quel est le réactif titrant, à savoir celui qui est dans la burette, et le réactif à titrer, celui qui est dans le bécher. Le réactif titrant, ça sera toujours 0 avant l'équivalence, puis augmente. Et le réactif à titrer, ça sera toujours diminue, puis 0. Donc déjà, avec ça, vous avez 50% du travail. Ce qui n'est pas traité dans la vidéo, c'est l'ion issu de la réaction. Pour avoir une réaction chimique où on fabrique un ion, dans ce cas-là, lui, ça sera augmente, puis constant. Ensuite, autre ion à cibler, ce sont les ions spectateurs, les ions témoins. Donc eux, déjà, ils ont le même comportement avant l'équivalence, puis après l'équivalence, puisqu'ils n'interviennent pas dans la réaction. Donc les ions qui seront dans la burette, ils vont augmenter tout le temps en termes de concentration, et l'ion dans le bécher, ça sera tout le temps constant. Avec déjà tout ça, vous avez 90% du travail, puisqu'il suffit de cibler le rôle de chacun. Maintenant, dernier point, il faut faire ce petit travail avant l'équivalence, parce que vous aurez souvent des évolutions contradictoires. Donc il faudra bien comparer les conductivités molaires ioniques des ions concernés pour pouvoir conclure. Après l'équivalence, il n'y aura jamais besoin de comparer, puisqu'il n'y aura jamais de contradiction. Enfin, à titre informatif, sachez que l'eau elle est essentielle pour avoir de belles droites lors du titrage. Voilà, je vous remercie de votre attention et se retrouve bientôt pour un nouveau tuto ou un nouveau cours. Merci, à bientôt.